Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo en deux parties, réalisée sur la base d'un article du journal La Cause du Peuple. Le lien original de l'article est disponible en description. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la question de l'écologisme et son rapport à la société capitaliste et au communisme en général. L'écologisme n'est pas une exception. Tout comme le reste de la société capitaliste, il est hanté par le spectre du communisme. En effet, aujourd'hui, toute production idéologique du capitalisme a pour vocation, en dernière analyse, d'attaquer le marxisme. Et ce, quelles que soient les intentions personnelles des intellectuels la produisant. La science la plus exacte se verra retournée contre le marxisme. Les exemples vont des poncifs anticommunistes de droite aux idées les plus radicales d'une gauche qui n'est au final que la gauche du capital, le postmodernisme par exemple. L'écologisme ne fait pas exception. Que l'on parle des écologistes les plus mous, ceux qui pensent que pour sauver la planète, il suffit de penser à éteindre la lumière et de trier ses déchets, ou de ceux beaucoup plus radicaux qui prônent des idées comme la décroissance. L'imposture de l'écologisme mou et du capitalisme vert n'est plus à démontrer. Le capitalisme, soumis à l'anarchie du marché, est incapable de s'autoréguler et s'est transformé du processus créateur qu'il était à ses débuts en un processus destructeur, creusant toujours plus profond pour exploiter des ressources qui sont dilapidées à des fins de plus en plus futiles dans la surproduction. On produit toujours plus de smartphones et on encourage par le marketing le consommateur à en acheter un nouveau le plus souvent possible, même si son appareil est parfaitement fonctionnel et pourrait encore tenir quelques années. Pour les plus réticents, il y a l'obsolescence programmée. Les appareils sont de plus en plus compliqués à réparer, et pour reprendre l'exemple du smartphone, ce qui était dans le passé une opération de routine, comme par exemple changer sa batterie, est devenu une véritable réparation. Les prolétaires et les peuples dominés par l'impérialisme sont toujours les premiers à subir le capitalisme. Que ce soit par l'exploitation quotidienne, les crises cycliques ou les effets environnementaux grandissants. Ce sont eux qui sont le plus durement touchés par la canicule ou la contamination de l'eau, quand les nantis se payent des villas climatisées de l'eau minérale en bouteille. Mais c'est aussi le prolétariat qui est attaqué en premier par l'écologisme mou bourgeois. Ce sont les prolétaires qui sont le plus durement affectés quand des taxes dites vertes sont ajoutées au prix de l'essence, quand leurs voitures jugées trop polluantes sont interdites de circulation, alors que ce sont les seuls qui peuvent se payer. Et ce n'est pas le prolétariat qui vote pour Europe Écologie Les Verts. Peut-on réconcilier écologisme et marxisme ? Il est vrai que certains parlent d'écosocialisme. Mais en fait, c'est un pléonasme, résultant de falsifications venant du révisionnisme et de l'écologisme bourgeois. Au premier abord, le marxisme, moderniste, avec son analyse des modes de production, n'a pas des airs de pensée écologique, ni son application d'ailleurs. La pratique du marxisme en Chine populaire ou en URSS n'a pas une image écologique. L'URSS, ça fait penser à la mer d'Aral, à Tchernobyl, aux combinats sidérurgiques, etc. Les écologistes dénoncent le communisme comme productiviste et le mettent dos à dos avec le capitalisme. C'est cependant une falsification philosophique, idéologique et historique. Philosophique et idéologique, car Marx et Engels étaient déjà sensibles aux problèmes que le capitalisme allait causer à la biosphère. Marx écrivait déjà dans Le Capital que chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art d'exploiter le sol. Chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un temps, un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. Plus un pays, les États-Unis par exemple, se développe sur la base de la grande industrie, plus ce procès de destruction s'accomplit rapidement. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute la richesse, la terre et le travailleur. La contradiction entre ville et campagne est un point d'intention du marxisme. D'un point de vue plus philosophique, le concept de nature, une fois examiné sous tous ses aspects, est bien bancal. En effet, où commence et où s'arrête la nature ? À l'idée de nature humaine, chère aux anticommunistes, nous répondons que la nature humaine n'existe pas, car l'être humain pense, réagit, vit différemment dans des conditions différentes,
qu'il s'agisse de régions géographiques ou de modes de production différents. Mais c'est aussi le cas de nombreux êtres vivants qui réagissent différemment et s'adaptent à leurs conditions matérielles. Au final, qu'est-ce qui différencie le fait de construire une maison ou une ville et de construire un terrier ou une fourmilière, si ce n'est des processus de pensée? À quel moment le mode de vie humain cesse-t-il d'être naturel? Et surtout, quel est le but de cette distinction? Cette distinction ne sert que les intérêts de ceux qui la font. Par exemple, l'appel à la nature est un sophisme très utilisé, que ce soit dans le discours politique, le plus souvent réactionnaire. Accusation d'être contre nature, rappel à la nature humaine, aux droits naturels, ou même dans la pub, lorsqu'on parle de produits naturels par exemple. Cela est évidemment sous-tendu par un raisonnement fallacieux, ce qui est naturel n'étant pas forcément bon. Le médicament de synthèse est meilleur que de souffrir d'une maladie naturelle. Le bunker, en béton, est meilleur que de mourir d'un ouragan naturel lui aussi. Le paratonnerre en acier est meilleur que le feu de forêt naturel, etc. C'est pourtant ce genre d'argument sur lequel se repose tout un pan de l'écologisme radical, le plus souvent opposé à l'anthropocentrisme, qui souhaiterait que l'humain cesse de se mêler des affaires de la nature, qui dit qu'il faudrait revenir à des modes de vie ancestraux. Cet écologisme plus radical, lui, reste avant tout un mouvement petit bourgeois. Il est un peu à l'écologisme mou ce que l'anarchisme est au libéralisme. Certes très radical, mobilisé, militant, se déclarant volontiers anticapitaliste, mais au final une idéologie qui cherche à faire tourner à l'envers la roue de l'histoire, donc qui est réactionnaire. La tentation malthusienne, c'est-à-dire penser qu'il faudrait moins de personnes sur Terre, une porte à l'écofascisme, n'est jamais loin. En effet, la conception communiste du lien entre l'humanité et son environnement a comme objectif principal la survie de l'humanité, dans les meilleures conditions possibles. De là, on peut attaquer un autre concept fallacieux, celui de l'opposition entre la production et le confort humain d'un côté, et la préservation de la biosphère de l'autre. En effet, la destruction de la biosphère entraînerait la destruction de l'humanité qui en est dépendante. Nous devons donc protéger notre environnement, non pas en raison de sa valeur intrinsèque, mais parce que c'est nécessaire à notre survie en tant qu'espèce. L'affirmation comme quoi le progrès technique et scientifique est en opposition avec la bonne santé de la biosphère est antidialectique. La source de toute connaissance vient de la pratique et la connaissance finit par enrichir la pratique. Le développement de la pratique et de la connaissance de la production, et de la science dans ce cas-là, est un processus dialectique d'évolution. Et au fur et à mesure de son avancement, notre connaissance de la nature s'améliore. C'est d'ailleurs ceci le propre de notre espèce. Ce n'est pas la production en soi, l'élevage ou la construction de sociétés. De nombreuses autres espèces en sont capables. Ni le fait que nous soyons la seule espèce qui détruit son environnement, comme le prétend faussement l'écologisme radical, car d'autres espèces ont modifié leur environnement jusqu'à un point où il aurait devenu hostile, invivable, ce qui a permis à d'autres espèces d'émerger. Mais le fait que nous sommes capables de continuer ce processus de développement de la connaissance et de la pratique sur plusieurs générations. Nous arrivons à une étape historique où le développement de la production sous le capitalisme a causé d'énormes problèmes environnementaux, mais aussi développé une connaissance scientifique immense. La connaissance du monde est ce qui permet de le transformer. Et c'est armé de cette compréhension du monde que l'humanité est capable déjà de transformer sa relation avec la biosphère. Cette transformation impliquera la transformation de la société humaine et donc de l'humain par le socialisme, mais aussi de la biosphère. Car oui, il faudra transformer notre environnement de manière scientifique, rationnelle et planifiée, ce que permettra le socialisme. L'idée de transformer l'environnement fait peur aux écologistes. C'est pourtant ce que fait chaque espèce, chaque individu. Les êtres vivants, en respirant, en mangeant, en rejetant, en mourant, transforment l'environnement à leur échelle. L'environnement est en perpétuel changement et la Terre d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle où les premières formes de vie apparaissaient dans les océans il y a des milliards d'années. L'air y aurait été irrespirable pour le vivant d'aujourd'hui. La majorité des changements les plus visibles à notre échelle sont provoqués par le vivant. C'est la signification de la biosphère, c'est-à-dire l'ensemble des organismes vivants et leur milieu de vie, la couche vivante de notre planète.